De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, le Moyen Âge, 4e période, la chrétienté, 12e, 13e siècle. 1. Le 12e siècle, du Concordat de Worms à l'avènement d'Innocent III, 1122-1198. Chapitre 1er. La première partie de la querelle des Guelfes et des Gibelins. 1. L'anarchie romaine, schisme d'Anaclet et république d'Arnaud. À la mort d'Honorius II, 1124-1130, les Pierre Léonie et les Frangipani prétendirent imposer au Sacré Collège un candidat de leur voix. Chancelier du pape défunt, Aymeric fit élire à la hâte le cardinal Grégoire, le protégé des Frangipani, qui prit le nom d'Innocent II. Les Pierre Léonie n'en firent pas moins acclamer le cardinal Pierre par une fraction du Sacré Collège. On l'appela Anaclet II. Comme il avait pour lui la force et l'argent, Rome resta entre ses mains. Chassé d'Italie, Innocent II en appela à l'Église universelle. Antériorité de l'élection, supériorité de la sainteté en regard d'un adversaire peu recommandable, tels étaient ses titres. Il trouva un éloquent champion dans l'abbé de Clairvaux, Saint Bernard, qui réussit à lui ramener le roi de France, Louis le Gros, à l'Assemblée d'Étampes, puis le roi d'Angleterre Henri Ier et l'empereur Lothaire II. Celui-ci réintégra le pape à Rome. Le bienfait ne fut pas gratuit. À sa mort, la comtesse Mathilde avait légué tous ses domaines au Saint-Siège. Il y avait dans ses possessions considérables, du nord de l'Italie, une double part. Des fiefs d'empire qu'elle tenait de son mari, des biens allodiaux ou patrimoniaux. Lothaire obtint que même ces derniers lui revinssent. Cependant, les tenants de l'antipape demeuraient puissants. Pour des motifs intéressés, le Normand Roger de Sicile lui restait attaché. Anaclet II n'avait-il pas érigé son duché en royaume ? Ces circonstances obligèrent Lothaire à faire un deuxième voyage dans le sud de l'Italie. À peine d'ailleurs s'était-il retiré que Roger reprenait l'offensive, rien ne l'arrêta, ni la mort de l'antipape en 1138, ni celle de son successeur Victor IV. Après 2 mois de règne, ni le second concile de Latran, 1139, qui authentiqua définitivement le pontificat d'Innocent II et l'excommunia, lui, Roger, au 10e concile œcuménique. Il obtint enfin que son titre de roi fût reconnu par le pape lorsqu'une campagne malheureuse eut fait d'Innocent II son prisonnier. Nous avons vu Rome au pouvoir d'une noblesse urbaine. Le peuple supportait mal cette tyrannie. Hanté par les souvenirs de l'Antiquité que ranimait l'étude du droit romain de Justinien, les Romains voulaient une république. En 1143, ils prennent d'assaut le Capitole, renversent les consuls et les remplacent par un conseil municipal, Senatus. Innocent II assiste impuissant à cette révolution qui se prolonge sous ses éphémères successeurs, Célestin II 5 mois et Lucius 11 mois. Ce dernier meurt blessé dans un combat contre les insurgés. L'énergique Eugène III, 1145-1153, parvient, il est vrai, à reprendre Rome en 1145. Mais 1 mois plus tard, l'émeute suscitée par Arnaud de Brescia l'en chassait à nouveau. Arnaud rêvait de parachever l'œuvre de Grégoire VII et de purifier complètement l'Église du vice de la simonie. Mais en supprimant la propriété ecclésiastique et le pouvoir temporel du pape. La prédication de ces théories à Brescia lui avait déjà valu une condamnation du concile de Latran. Devenu tribun de Rome, il dirige l'administration communale de 1147 à 1155. Il écrit à l'empereur Conrad III pour lui démontrer que la commune sera une vassale beaucoup plus fidèle que la papauté.
De son côté, Eugène III réclamait le secours de Conrad. Rentré à Rome en 1149 avec l'appui du roi de Sicile, mais chassé une fois encore en 1150, il attendit vainement, ainsi que son successeur Anastase IV, l'aide germanique. Jusqu'au XIIe siècle, l'administration de Rome était demeurée à la papauté. Il n'existait alors ni sénat ni sénateur romain. Sans doute le préfet possédait-il des pouvoirs judiciaires étendus, mais il n'était encore qu'un fonctionnaire pontifical. Le pape demeurait le juge suprême. Après la Révolution de 1144, la direction municipale passa aux sénateurs, qui, siégeant au Capitole, détinrent à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, celui de déclarer la guerre et de faire des traités. À part un court intervalle sous Innocent III, l'importance du Sénat ne fera que grandir jusqu'au milieu du XIIIe siècle, tandis que la préfecture de Rome déchoira à un rang purement honorifique en devenant le fief des seigneurs de Vico. Au Sénat reviendra le droit pourtant princier de battre monnaie, à lui les ressources des péages et ton-lieu établis par l'autorité pontificale autour de Rome. À lui encore le produit des amendes infligées par les tribunaux sénatoriaux. À Rome, les protestations démagogiques avaient pour porte-voix les nobles. Et voilà ce qui les rendait si fortes. Outre leur château fort de la Campanie, les barons ont dans la ville d'autres forteresses, puissance armée avec laquelle tout parti devra compter. Ainsi les Conti, les Savelli, les Colonna, les Poli, les Vico. Et maintenant que le droit ecclésiastique excluait leurs ingérences tapageuses dans les élections pontificales, ils vont s'immiscer dans les affaires de la commune et s'y faire nommer au premier poste. D'où pour le pape une situation locale toujours instable. Il pourra arriver qu'au moment même où il l'emporte sur l'empereur, il soit mis en échec par les Romains indociles. Tel sera le cas d'Alexandre III. Aussi, au XIIIe siècle, élira-t-on des papes romains ou campaniens qui, issus des plus nobles familles, transformeront leurs neveux en riches barons féodaux sur qui ils pourront compter absolument. Au surplus, si dans les moments où la folie des grandeurs les saisit, les Romains réclament la République idéale, quelques mois après, le bon sens et le sens pratique leur reviennent. Ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent vivre sans le pape parce qu'ils vivent de lui. 2. Premier conflit de la papauté de Barberousse sous Hadrien IV. Les empereurs n'allaient intervenir qu'en vue de leurs intérêts personnels. Ils visent à l'absolutisme. Impuissants en Allemagne devant une féodalité libertaire, ils se retournent vers l'Italie sur laquelle ils prétendent posséder des droits renouvelés de l'Antiquité. Mais à cette conception impériale s'oppose la papauté. Car si la ville de Pierre devient propriété des Césars, Pierre lui-même sera leur vassal et leur chapelain. Aussitôt se rangent à ses côtés tous les ennemis de la domination étrangère. Les rois de Sicile, feudataires du Saint-Siège, et surtout les villes lombardes, jalouses de leur liberté municipale. Le nouvel empereur Frédéric Barberousse, 1152-1190, n'intervint à Rome que pour y dominer. Du pape Hadrien IV, 1154-1159, il réclame le couronnement et craignant de passer pour son vassal, il refuse d'abord de lui tenir l'étrier selon l'usage. Sans doute Barberousse dut-il enfin s'exécuter, car Hadrien ne voulait le couronner qu'à cette condition. Mais sa protestation était significative. Il ne voulait pas que l'empereur fût homo papé, l'homme du pape,
et il exigea la suppression d'un tableau qui portait en souscription une telle épithète à l'égard de Lothaire. Quand le pape revendiqua la souveraineté de Rome, c'est à moi d'y commander, répondit Frédéric, ou bien l'Empire n'est qu'un vain mot. Si lors de ce premier voyage il n'y eut pas de grand heurt, puisque Barberousse délivra le pontife des rebelles romains et d'Arnaud de Brescia, qu'il fit pendre, et puisqu'Adrien couronna l'empereur, celui-ci avait pourtant émis des prétentions césariennes qui provoqueront bientôt les hostilités.